Le skyline de Singapour s'étendait au-delà de la fenêtre de l'hôtel. 43 étages le séparaient en des rues en contrebas. Marcus Leon était assis à son bureau en acajou, relisant une clause de contrat qui permettrait à son entreprise d'économiser des millions lorsque son téléphone vibra. L'écran afficha l'hôpital général de Singapour en texte vert. Son estomac se noua. Il avait indiqué ce numéro comme contact d'urgence pour les dossiers scolaires de son fils Ethan, même en étant à l'étranger. « Monsieur Léon ?» La voix était professionnelle, mesurée, de celles qui délivrent de mauvaises nouvelles pour gagner leur vie. Ici le docteur Patricia Chun du Chicago Memorial. Votre fils Ethan est en soins intensifs. Vous devez rentrer immédiatement ? La plume de Marcus s'arrêta au milieu de sa signature. Que s'est-il passé ? Des brûlures sévères couvrant environ 60% de son corps. Il est stable mais dans un état critique. Votre épouse est ici. Mais nous avons besoin de vous. L'appel se termina avant qu'il puisse poser d'autres questions. Les mains de Marcus agirent automatiquement. Ordinateur fermé. Dossier rassemblé. Téléphone déjà en train de composer le numéro de son assistant. Et Gary. Annule tout. Réserve-moi le prochain vol pour Chicago. Peu importe le coût, 12 ans plus tôt, Marcus avait été un homme différent. Fraîchement sorti des Marines, il avait pris un emploi de coordinateur logistique dans une entreprise pharmaceutique. Pensant que ce serait temporaire, il avait rencontré Belinda Vueva lors d'une collecte de fonds pour une œuvre de charité. Elle avait été élégante, charmante. Travaillant comme coordinatrice d'événements pour l'entreprise familiale, elle avait semblé sincèrement intéressée par ses histoires sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et des systèmes d'efficacité, riant à ses blagues, touchant son bras quand elle parlait. Leur cours avait été rapide. Sa famille dirigeait Vueva Medical Consultants, une firme qui mettait en relation des hôpitaux avec des spécialistes. Sa mère, Maggie, avait été polie mais distante lors de leur première rencontre, l'évaluant comme une proposition d'affaires. Son frère, Kurt, déjà en fin de résidence médicale, avait été ouvertement méprisant. Militaire à logisticien. C'est une belle descente, avait-il dit lors de leur dîner de fiançailles. Mais Belinda l'avait défendu. Marcus est brillant. Il voit des schémas que personne d'autre ne voit. C'est pour ça que son entreprise le promeut sans cesse. Elle lui avait serré la main sous la table. Ethan était arrivé 2 ans après le mariage. Et Marcus s'était jeté dans la paternité avec la même intensité qu'il apportait à tout. Il avait appris à tresser les cheveux en regardant des vidéos YouTube à 2 heures du matin pendant les tétés, mémorisé chaque avertissement d'allergie sur les étiquettes de nourriture pour bébé, construit une cabane dans les arbres qui respectait les normes d'ingénierie structurelle. Son fils était devenu le centre de son univers. Les fissures avaient commencé petit à petit. Belinda passait plus de temps avec sa famille. Des week-ends à Hell Estate de sa mère à Lake Forest. « Maman a besoin d'aide pour l'entreprise », expliquait-elle. Marcus s'était enterré dans le travail, voyageant plus fréquemment pour son entreprise, qui s'était étendue aux marchés internationaux. Son don pour repérer les inefficacités et les corriger l'avait rendu indispensable. « Papa, dois-je vraiment aller chez grand-mère ce week-end ?» avait demandé Ethan 3 mois plus tôt, lors d'un bref séjour de Marcus à la maison entre Tokyo et Francfort. « Pourquoi pas ? Mon pote, je pensais que tu aimais la grande maison. » Ethan, 9 ans, avec les cheveux noirs de Marcus et les yeux verts de Belinda, avait baissé les yeux sur ses devoirs. « Grand-mère dit des choses bizarres, comme que tu n'es pas vraiment de la famille. Et oncle Kurt me pose toujours des questions médicales et note des trucs dans son carnet. » Marcus avait senti quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. « Quel genre de questions ? Comme si je me blesse facilement ? Si j'ai déjà eu des crises d'épilepsie ? » Il m'a fait tenir sur une jambe, les yeux fermés, et m'a chronométré. Ethan avait haussé les épaules, mais Marcus avait vu le malaise. C'est probablement juste des trucs de docteur. Marcus avait prévu d'en parler à son retour de Singapour. Le contrat là-bas valait 40 millions de dollars. 3 semaines de négociations. Et il serait à la maison. Il avait promis à Ethan une partie de pêche au Wisconsin. Rien que tous les deux, maintenant, à 9000 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Marcus fixait l'écran du siège devant lui, montrant le trajet du vol. 14 heures. L'hôtesse l'avait surclassé en première sans demander. Après avoir vu son visage, il refusa tout sauf de l'eau. Son esprit courant des scénarios, brûlures à 60%. Les enfants ne tombent pas simplement dans les cheminées, et s'ils le font, quelqu'un les en tire immédiatement. 60% signifiait une exposition prolongée, signifiait que personne n'avait aidé. Son téléphone était resté en mode avion, mais il avait téléchargé tous les messages avant l'embarquement. Un de Belinda, il y a eu un accident ? Ethan est tombé près de la cheminée chez maman. Les médecins s'occupent de lui, vol en sécurité.
Tombé près de la cheminée, pas dedans, près, le vol s'étira. Marcus ne dormit pas. Au lieu de cela, il planifia la logistique de ce qui suivrait. Quel hôpital, quel médecin, quel spécialiste. Il consulta des revues médicales sur sa tablette, lisant sur les protocoles de traitement des brûlures, les greffes de peau, les taux d'infection. Sa formation militaire reprit le dessus, évalué, planifié, exécuté, mais sous l'analyse clinique, la rage montait comme une pression derrière un barrage. Si quelqu'un avait blessé son fils, si quelqu'un l'avait laissé brûler, il y aurait des comptes à rendre. L'avion atterrit à O'Hare à 3h47 du matin, heure de Chicago. Marcus n'avait pas de bagages sauf son carry-on. Il prit un taxi directement pour le Chicago Memorial, arrivant alors que les infirmières de nuit terminèrent leur ronde. Les soins intensifs étaient au 7e étage. Accès restreint. Marcus montra sa carte d'identité à l'infirmière au bureau. Une jeune femme nommée Anna Griffith. Selon son badge, son expression changea quand elle vit son nom. « Monsieur Léon, votre épouse est dans la salle d'attente familiale. Le docteur Townsend voulait vous parler avant que vous voyiez Ethan. Je veux voir mon fils d'abord. » Anna hésita, puis hocha la tête. Chambre 714. « Mais préparez-vous, s'il vous plaît. » Rien n'aurait pu le préparer. Ethan était allongé dans un lit spécialisé, entouré de moniteurs et de perfusions. Des bandages couvraient la plus grande partie de son petit corps, ne laissant visible que des parties de son visage. Ses yeux étaient fermés, sa respiration assistée par un ventilateur. L'odeur d'antiseptique ne masquait pas tout à fait l'odeur sous-jacente de chair brûlée. Marcus resta dans l'encadrement de la porte et, pour la première fois de sa vie adulte, sentit ses genoux fléchir. C'était son fils, son garçon qui aimait les dinosaures et voulait devenir paléontologue, qui insistait pour porter des chaussettes dépareillées parce que ça le rendait unique, qui l'avait serré dans ses bras à l'aéroport 3 semaines plus tôt et avait dit « Ramène-moi quelque chose de cool ». « Papa ». Une main toucha son épaule. Marcus se tourna pour voir un homme dans la cinquantaine en tenue chirurgicale et blouse blanche, Dr. Kurt Townsend. Selon son badge, quelque chose dans ce nom chatouilla la mémoire de Marcus. Mais son cerveau était trop focalisé sur Ethan. « Monsieur Léon, je suis le Dr. Townsend, chef de l'unité des brûlures. Allons parler dans mon bureau. » Marcus ne bougea pas. « Dites-le-moi ici. Votre fils a des brûlures au 2e et 3e degré couvrant environ 60% de son corps. Concentrées sur le dos, les jambes et les bras, les brûlures sont compatibles avec une exposition prolongée à une chaleur extrême. La voix de Townsend était professionnellement compatissante. Il est sédaté actuellement pour gérer la douleur. Nous avons commencé les procédures de greffe de peau, mais la récupération sera étendue. Des mois, peut-être des années de traitement. Et comment est-ce arrivé? Selon votre épouse, Ethan jouait près de la cheminée chez sa grand-mère. Il a trébuché et est tombé en arrière dans le feu. Le temps que elle et sa mère le tirent de là, les dommages étaient sévères. La mâchoire de Marcus se crispa. « Où est ma femme ?» Salle d'attente. 2e porte à gauche. L'expression de Townsend resta neutre. « Monsieur Léon, je comprends que c'est traumatisant, mais votre fils reçoit les meilleurs soins possibles et faites confiance au processus. » Le mot « confiance ». Son info. Marcus trouva Belinda dans une petite pièce au mur beige et aux chaises inconfortables. Elle avait été belle autrefois, l'était encore objectivement. Mais maintenant, en la voyant se lever à son entrée, mascara coulé et portant les vêtements de la veille, Marcus vit quelque chose de différent dans son visage, quelque chose qui ne collait pas avec les larmes. « Marcus ». Elle s'avança vers lui, bras tendus pour une étreinte. Il recula. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Les bras de Belinda retombèrent. C'était horrible. Nous étions chez maman pour le dîner du dimanche. Ethan jouait dans le salon. Tu sais, cette grande cheminée qu'elle a. J'étais en cuisine à aider maman avec le dessert, et nous avons entendu des cris. Sa voix se brisa de manière convaincante. Le temps que nous arrivions, il était tombé dans le feu. Nous l'avons tiré de là. Appelez les urgences immédiatement. Marcus, ça s'est passé si vite? Où étais-tu exactement? À quelle distance du salon? En cuisine, et je t'ai dit, peut-être 9 mètres. Les yeux de Belinda se plissèrent légèrement. Pourquoi m'interroges-tu? Notre fils se bat pour sa vie et tu agis comme si j'étais une suspecte. Marcus étudia son visage, les micro-expressions qu'il avait appris à lire lors des briefings de renseignement militaire, la légère tension autour de ses yeux, la façon dont sa main gauche serrait son poignet droit, comportement classique d'auto-apaisement souvent associé au mensonge. J'essaie de comprendre comment un garçon de 9 ans se retrouve avec 60% de son corps brûlé, alors que 2 adultes sont à 9 mètres. C'était un accident. La voix de Belinda monta, puis elle sembla se reprendre. « Je sais que tu es bouleversé.
Je sais que tu es fatigué du vol, mais ne t'en prends pas à moi. J'ai été ici pendant 20 heures d'affilée à regarder notre bébé souffrir, en me demandant si tu arriverais à temps. La carte de la culpabilité. Marcus reconnut la tactique. Il l'avait vue avant dans leur dispute. Belinda redirigeant le blâme, le faisant passer pour le méchant parce qu'il la questionnait, il hocha lentement la tête. « Tu as raison, je suis désolé, j'ai juste… » Il laissa sa voix se briser légèrement. « J'ai juste besoin de le voir à nouveau. » Les épaules de Belinda se détendirent. « Bien sûr, nous traverserons ça ensemble, en famille. » Elle s'approcha, prenant sa main. Ses doigts étaient froids. Le docteur Townsend dit qu'il s'en sortira. « Nous devons juste être patients. » Docteur Townsend, Marcus nota cela. Il revint dans la chambre d'Ethan et s'assit sur la chaise près du lit, prenant la main de son fils avec précaution, évitant les perfusions et les zones bandées. Les moniteurs bipaient régulièrement. Des infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux, ajustant les médicaments. Vers 6 heures du matin, une infirmière que Marcus n'avait pas vue avant entra, Alexandra Duncan. Plus âgée, avec des yeux bienveillants et des mouvements efficaces, elle vérifia le dossier d'Ethan, puis jeta un coup d'œil à Marcus. « Vous êtes le père ?»« Oui. » L'expression d'Alexandra s'adoucit. « Il a demandé après vous, avant que nous augmentions la sédation. » Elle hésita. « Monsieur Léon, quelqu'un vous a-t-il parlé en détail de la nature des brûlures ?» Le docteur Townsend a dit qu'elles étaient compatibles avec une exposition au feu. « C'est vrai, mais… » Elle jeta un regard à la porte, puis baissa la voix. « Je travaille en unité de brûlure depuis 23 ans. Ces brûlures ont un motif inhabituel pour une simple chute dans une cheminée. La distribution, les variations de profondeur, je l'ai vu avant dans des cas où… » Elle s'arrêta. « Je ne devrais pas spéculer, mais vous pourriez vouloir demander un deuxième avis sur l'évaluation des blessures avant que Marcus puisse répondre. » Elle passa au patient suivant, mais ces mots s'enfouirent dans son esprit. Motif de distribution. Quel motif avait-elle vu? À 8 heures, le docteur Townsend revint avec un autre médecin, un homme plus jeune avec un porte-bloc et des chaussures chères. « Monsieur Léon, voici le docteur Joseph Pratt, notre spécialiste en traumatologie pédiatrique. Il consultera sur le cas d'Ethan. » Ils discutèrent des plans de traitement, des délais de récupération, des taux de survie statistiques. Marcus écouta, posa des questions techniques qui les surprirent tous les deux. Référant des études qu'il avait lues dans l'avion, il avait toujours eu un don pour absorber l'information et l'appliquer logiquement. « Vous avez fait vos recherches ?» nota Pratt avec approbation. « La vie de mon fils en dépend. » Vers 10 heures, la sédation d'Ethan fut allégée pour un contrôle de routine. Marcus vit les yeux de son fils s'ouvrir en papillotant, flous et plein de douleur malgré les médicaments. Marcus se pencha près et… « Mon pote, papa est là. Tu vas t'en sortir ?» La bouche d'Ethan bougea, mais le ventilateur empêchait la parole. Ses yeux trouvèrent le visage de Marcus et des larmes coulèrent des coins. Sa main droite, moins bandée que la gauche, tressauta vers la table de chevet. Une infirmière remarqua. Il tend la main vers ça. Nous pensions qu'il voulait de l'eau, mais il ne peut pas boire avec le tube. Marcus suivit le geste. Une serviette était posée sur la table. Standard d'hôpital. Il la prit et les yeux d'Ethan s'écarquillèrent avec urgence. « Tu veux ça, mon pote ?» Le plus petit hochement de tête. Marcus regarda la serviette plus attentivement. Il y avait de l'écriture dessus, écriture d'enfant. Tremblante et douloureuse, faite avec un stylo qui avait traversé le papier fin. Son sang se glaça en lisant les mots « Grand-mère m'a poussé »,« Maman a regardé »,« Ne fais pas confiance au docteur »,« C'est l'oncle ». Le visage de Marcus resta parfaitement neutre. Des années de parties de poker militaire et de négociations commerciales à enjeux élevés lui avaient appris le contrôle. Il regarda son fils, vit la peur et la supplication dans ses yeux, et sourit doucement. « Ne t'inquiète pas de quoi que ce soit, mon pote. Je suis là maintenant. Repose-toi. » Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental changea. Le barrage ne se brisa pas. Il se transforma en quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé. Il plia soigneusement la serviette et la glissa dans sa poche. Puis, il se leva et marcha jusqu'à la salle d'attente où Belinda était assise. Scrollant sur son téléphone, elle leva les yeux et Marcus s'assura que son expression ne montrait rien d'autre que de l'inquiétude épuisée. « Je te crois ?» dit-il doucement. « À propos de l'accident, j'avais tort de te questionner. » Le visage de Belinda s'illumina de soulagement. « Merci, je sais que tu es juste effrayée. Nous le sommes tous les deux. Je pense que je devrais rester chez ta mère quelques jours, être proche de l'hôpital, et j'aimerais voir où c'est arrivé. Peut-être que si je comprends mieux, je pourrais… » Il laissa la phrase en suspens. «
Bien sûr, maman voudra ça. Elle est dévastée. Marcus, elle s'en veut. Je suis sûr qu'elle s'en veut. Cet après-midi-là, Marcus se rendit à l'Estate des Vueva à Lake Forest. La maison était une immense demeure de style Tudor. En retrait de la route, derrière des grilles en fer, Maggie Vueva l'accueillit à la porte, une femme dans la soixantaine qui avait conservé son apparence grâce à ce que Marcus soupçonnait être une chirurgie esthétique étendue. Elle portait du noir comme en deuil. « Marcus, je suis tellement désolé. Si je pouvais revenir en arrière… » Sa voix se brisa de manière convaincante. Il l'étreignit, sentant qu'elle se raidit légèrement au contact. « Ces choses arrivent, Maggie. Je veux juste voir la pièce. » Le salon était immense. Avec une cheminée en pierre dominant un mur, Marcus l'étudia attentivement. L'âtre était surélevé, entouré d'un écran décoratif en fer. Le sol était en bois dur, avec des tapis perses en chair placés stratégiquement. « Il jouait juste là, » dit Maggie, pointant un endroit à environ 8 mètres de la cheminée. Avec ses dinosaures enjoués, j'étais en train de montrer des papiers à Belinda en cuisine. Des documents d'affaires pour l'entreprise. Nous avons entendu les cris et nous avons couru, mais il était déjà dans les flammes. Nous l'avons tiré de là, appelé les urgences. L'ambulance est arrivée en 10 minutes. Marcus parcourut l'espace, son esprit calculant angles et physiques. Oueda, 8 mètres, était une distance considérable pour qu'un enfant trébuche et tombe en arrière si loin avec assez d'élan pour finir dans le feu. L'écran était en place. Oui, mais il a dû le pousser de côté en tombant. L'écran était en fer forgé lourd, au moins 13, 6 kilos. Un enfant de 9 ans tombant en arrière n'aurait pas la force de le déplacer, mais quelqu'un le poussant, Marcus remarqua autre chose. Le tapis le plus proche de la cheminée avait été remplacé récemment. Il pouvait le voir à la façon dont il ne correspondait pas tout à fait aux décolorations des autres. Il s'agenouilla, examinant le sol dessous, bois dur, mais des planches plus neuves sur une section de 9 mètres. « Avez-vous refait le sol ?» L'hésitation de Maggie fut brève mais notable. « Nous avons eu des dégâts d'eau le mois dernier, il a fallu remplacer quelques planches. » Marcus se leva et sourit. « L'endroit est magnifique. Maggie, vous avez toujours eu si bon goût. Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis, la même où Belinda avait grandi, Marcus attendit jusqu'à 2 heures du matin, puis sortit discrètement. Il avait des compétences basiques en crochetage de serrures de séjour chez les Marines. Assez pour accéder au bureau de Maggie à la maison. Les papiers étaient méticuleusement organisés. Vueva Medical Consultants avait des contrats avec 40 hôpitaux à travers le Midwest. Marcus photographia des documents avec son téléphone. Pas tout à fait sûr de ce qu'il cherchait. Mais faisant confiance à ses instincts, puis il trouva un dossier étiqueté « Police d'assurance familiale ». À l'intérieur, des documents d'assurance vie, police standard pour Maggie et son défunt mari. Décédé 5 ans plus tôt, policée pour Belinda et une pour Ethan Leon. Souscrite 3 mois plus tôt avec un bénéfice en cas de décès de 5 millions de dollars. Les bénéficiaires étaient listés comme Belinda Leon et Maggie Vueva. Les mains de Marcus ne tremblèrent pas, tandis qu'il photographiait chaque page, mais son esprit courait. 5 millions sur un garçon de 9 ans, 3 mois plus tôt, juste au moment où Ethan avait mentionné que son oncle posait des questions médicales étranges. Il remit tout exactement comme il l'avait trouvé et revint dans sa chambre. Le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, il s'assit dans le noir, assemblant les pièces. Le lendemain matin, il revint à l'hôpital tôt. Le docteur Townsend faisait ses rondes, tout en préoccupation professionnelle et expertise technique. Marcus l'observa attentivement, notant la façon dont il évitait le contact visuel direct, la sympathie pratiquée qui semblait répéter « Townsend ». Le nom l'avait tracassé depuis qu'il l'avait entendu. Il sortit son téléphone et chercha Kurt Vueva, médecin à Chicago. Les résultats montraient le docteur Kurt Vueva, spécialiste des brûlures au Northwestern Memorial. Marcus élargit la recherche. Kurt Vueva Townsend. Là, une annonce de mariage de 8 ans plus tôt. Le docteur Kurt Vueva a épousé Patricia Townsend. Une seconde recherche montra que Kurt avait changé son nom de famille en Townsend après le mariage. Apparemment, pour des raisons professionnelles, Dr Kurt Townsend sonnait moins ethnique. Marcus supposa que c'était mieux pour les affaires, donc le frère de Belinda traitait Ethan, le même oncle dont Ethan l'avait averti, le même médecin qui avait posé des questions étranges 3 mois plus tôt. Marcus trouva l'infirmière Alexandra pendant son service de l'après-midi. « Vous avez mentionné vouloir un deuxième avis sur le motif des blessures d'Ethan. Pouvez-vous me recommander quelqu'un ?» Elle nota un nom sans hésitation. Dr Roland Holmes. Il est au centre médical de l'Université de Chicago.
Il se spécialise en traumatologie pédiatrique et analyse médico-légale des brûlures. Il a témoigné dans des affaires judiciaires. L'implication était claire. Merci. Marcus attendit que Belinda rentre se doucher et se changer. Puis, il approcha l'administration de l'hôpital avec une demande calme et raisonnable. Il voulait transférer son fils dans un autre établissement pour un deuxième avis. Le docteur Townsend avait été excellent, bien sûr, mais en tant que père concerné, il avait besoin d'explorer toutes les options. L'hôpital ne pouvait pas empêcher légalement un transfert. À 20h ce soir-là, Ethan était transporté par ambulance médicale au centre médical de l'Université de Chicago. Avec Marcus à ses côtés, il dit à Belinda que c'était juste pour des tests supplémentaires, que ce ne serait que pour la nuit. Elle protesta mais ne put l'arrêter. Il était le père et il avait signé les formulaires d'autorisation. Le docteur Roland Holmes était un grand homme noir dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et des yeux perçants qui ne rataient rien. Il examina Ethan personnellement, étudiant les brûlures avec un niveau d'attention que Townsend n'avait jamais montré. Après 2 heures, il invita Marcus dans son bureau. « Monsieur Léon, ces brûlures ne sont pas compatibles avec une simple chute dans une cheminée. Le motif suggère que votre fils a été tenu ou plaqué contre une source de chaleur pendant une période prolongée. J'estimerais entre 60 et 90 secondes. La profondeur des brûlures sur son dos en particulier indique un contact soutenu avec des températures extrêmes, tandis qu'une pression était appliquée. » La voix de Marcus sortit plate. « Quelqu'un l'a tenu dans le feu? C'est mon évaluation professionnelle. De plus, il y a des marques d'échymose sur ses épaules et ses bras supérieurs. Partiellement masquées par les brûlures, qui suggèrent une contention, quelqu'un l'a agrippé par derrière. » Holmes afficha des images numériques sur son ordinateur. « Voyez ici, ces contusions correspondent à un placement de doigts d'adulte. Pouvez-vous le prouver au tribunal? Avec la bonne analyse médico-légale? » « Oui, ces blessures racontent une histoire, Monsieur Léon. Et ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée. » Holmes se pencha en avant. « Il y a autre chose? Nous avons fait des analyses de sang supplémentaires, protocole standard pour des brûlures aussi sévères. Votre fils a des niveaux élevés de diazépam dans son système. De Valium. Oui, assez pour le rendre somnolent et docile, mais pas assez pour le rendre inconscient. Quelqu'un l'a drogué avant que les brûlures n'arrivent. » Marcus resta parfaitement immobile. « Quelle était votre recommandation? Docteur? J'appelle le FBI. Ces blessures indiquent une tentative de meurtre sur mineur, peut-être pour gain financier, vu la sévérité et le calcul impliqué. C'est au-delà de la juridiction de la police locale. Ça ressemble à du crime organisé ou une conspiration. » L'expression de Holmes était sombre. « J'ai vu ce motif avant dans des cas de fraude à l'assurance. Y a-t-il une police d'assurance vie significative sur votre fils? 5 millions. Souscrite il y a 3 mois, la mâchoire de Holmes se crispa. Alors nous avons besoin d'enquêteurs fédéraux maintenant? Et Monsieur Léon, votre fils n'est pas en sécurité si certaines personnes savent d'où il est. Je comprends. » Marcus passa un appel à Gary Fitch, son assistant exécutif. De retour à Singapour, « Et Gary, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Appelle le bureau de Singapour, dis-leur que je prends un congé familial d'urgence. Ensuite, contacte l'équipe juridique de l'entreprise, demande William Richmond. Il a géré cette affaire de fraude l'année dernière. Dis-lui que j'ai besoin de lui à Chicago dans les 24 heures et que c'est une question de vie ou de mort. » Le FBI arriva à 23h, 2 agents. L'agent spécial Lol McCormick et l'agent spécial Anna Griffith. Ils interrogèrent Marcus pendant 3 heures, prenant sa déclaration, examinant les preuves médicales, étudiant les photographies qu'il avait prises des documents d'assurance. McCormick était dans la quarantaine, avec la manière méthodique de quelqu'un qui avait construit trop d'affaires pour se précipiter. « Monsieur Léon, ce que vous décrivez est une conspiration pour meurtre à des fins financières, impliquant peut-être un professionnel médical qui a falsifié des dossiers de traitement. Ce sont des allégations sérieuses. J'ai une serviette écrite par mon fils de 9 ans, des preuves médicales d'un spécialiste des brûlures respecté, et des documents d'assurance qui montrent le mobile. De quoi avez-vous besoin de plus? Nous devons construire une affaire qui tiendra au tribunal. Ça signifie surveillance, dossier financier, écoute téléphonique et coordination soigneuse. Si nous bougeons trop tôt, ils engageront des avocats et nous perdrons la chance d'obtenir justice. » L'expression de McCormick s'adoucit légèrement. « Mais je vous crois, Monsieur Léon, et nous allons vous aider. » Griffith ajouta « L'hôpital où votre fils a été traité initialement, Chicago Memorial, a des contrats avec Vueva Medical Consultants. Nous enquêterons sur ces relations aussi. Si le docteur Townsend a falsifié des dossiers ou fourni des soins inférieurs intentionnellement,
C'est de la faute médicale au minimum. Tentative de meurtre au maximum. Marcus pensa à la serviette d'Ethan. Ne fais pas confiance au docteur. C'est l'oncle, son fils de 9 ans, sédaté et en agonie, avait quand même essayé de le protéger avec cet avertissement. Que me faut-il faire? Retournez auprès de votre épouse, dit McGormick. Agissez normalement. Pleurez. Soyez soutenant. Jouez le père inquiet. Nous surveillerons les communications et rassemblerons des preuves. Ne confrontez personne. Ne les laissez pas savoir que vous soupçonnez quoi que ce soit. Pouvez-vous faire ça? Marcus avait passé 3 semaines à négocier un contrat de 40 millions à Singapour, à maintenir une composure parfaite tandis que 3 entreprises différentes essayaient de se sous-coter mutuellement. Il avait survécu à des opérations militaires en territoire hostile où montrer la peur signifiait la mort. « Je peux faire ça? Encore une chose ?» dit Griffith. « Votre fils est un témoin matériel. Nous le plaçons sous protection, déguisé en traitement médical continu. Aux yeux de tous, il est toujours critique et sédaté. Mais il sera en sécurité. Et il ne pourra être accédé que par du personnel médical approuvé. Et vous, Marcus revint à L Estate de Lake Forest à 3 heures du matin. Belinda était éveillée, faisant les 100 pas. Où étais-tu? J'appelle l'hôpital depuis des heures. Ils ont dû faire plus de tests. Je me suis endormi en salle d'attente. Mon téléphone est mort. Marcus montra le téléphone éteint. Désolé, j'aurais dû te le dire. La colère de Belinda se transforma en inquiétude. Comment va-t-il? Pareil, il le garde lourdement sédaté pendant qu'ils font les greffes de peau. Marcus la serra dans ses bras, la sentant se détendre contre lui. « Désolé d'avoir douté de toi plus tôt. Toute cette affaire me retourne l'intérieur. Je comprends. Nous sommes terrifiés tous les deux. » Elle recula, étudiant son visage. « Mais nous traverserons ça ensemble? »« Ensemble, » répéta Marcus, pensant à la serviette dans sa poche et aux agents du FBI préparant leur affaire. Bien sûr, le lendemain matin, Maggie Vueva prépara le petit déjeuner, un étalage élaboré que Marcus reconnut comme une performance. Tout était parfait. Pain perdu, fruits frais, café fraîchement moulu. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une aisance pratiquée, jouant le rôle de la grand-mère concernée. « J'ai réfléchi », dit-elle en versant du café à Marcus. « Une fois qu'Ethan sera assez remis, peut-être devrait-il rester ici un moment? La maison a plein de place et il aura besoin de soins constants. Avec ton emploi du temps de voyage, ça pourrait être trop pour Belinda seule. » Marcus ajouta de la crème à son café lentement. « C'est très généreux, Maggie. Voyons comment va la récupération. Bien sûr, je veux juste aider. C'est mon seul petit-fils. » Sa voix se brisa de manière convaincante. Je n'arrête pas de rejouer ce moment dans ma tête. Si seulement j'avais surveillé plus attentivement, si seulement je l'avais tenu éloigné de la cheminée. « Tu ne peux pas t'en vouloir, » dit Marcus, rencontrant ses yeux. « Les accidents arrivent ?» Quelque chose scintilla dans son expression, satisfaction. Rapidement masquée, elle pensait qu'il y croyait. Bien, au cours de la semaine suivante, Marcus joua son rôle parfaitement. Il divisa son temps entre l'hôpital et l'Estate Vueva, toujours le père concerné, toujours reconnaissant pour le soutien de sa femme. Il dîna avec Belinda et Maggie, écouta leur plan pour la récupération d'Ethan, hocha la tête quand elles discutèrent du paiement d'assurance qui couvrirait les dépenses médicales. « C'est une chance que nous ayons souscrit cette police, » dit Belinda un soir. « Je sais que ça semblait excessif à l'époque, mais maintenant, tu avais raison d'insister, » convint Marcus. Pendant ce temps, le FBI travaillait. McCormick l'appelait 2 fois par jour avec des mises à jour. Utilisant un téléphone jetable que Marcus gardait caché, ils avaient obtenu des mandats pour les dossiers financiers, téléphoniques et e-mail. Le tableau qui émergeait était accablant. 3 mois plus tôt, l'entreprise de Maggie Vueva avait fait face à un procès majeur. Un patient était mort à cause d'un spécialiste qu'ils avaient recommandé et la famille réclamait 50 millions en dommages. Les actifs de la famille Vueva étaient substantiels mais bloqués en fiducie et propriété. Ils avaient besoin d'argent liquide. À la même période, Kurt Townsend, anciennement Kurt Vueva, avait commencé à rechercher les blessures par brûlure et les statistiques de récupération. Ces recherches hospitalières avaient été étendues, taux de survie pour enfants avec brûlures étendues, définition légale de blessure accidentelle versus agression, traitement des réclamations d'assurance pour cas de traumatisme. Les dossiers téléphoniques de Belinda montraient 17 appels à sa mère la semaine avant la blessure d'Ethan. Des messages textes discutaient du plan et du timing, les preuves s'accumulaient, mais McCormick en voulait plus. « Nous avons besoin de preuves de l'agression réelle, » dit-il à Marcus. « Tout ce que nous avons est circonstanciel, assez pour des accusations,
Mais pas pour des condamnations garanties. Nous avons besoin que l'un d'eux parle, avoue ou fasse un geste qui prouve l'intention. Marcus eut une idée. Et s'il pensait avoir réussi? Que voulez-vous dire? Et si Ethan prenait un tour pour le pire? Et s'il mourait? La voix de Marcus était froide, calculatrice. Comment réagirait-il? McCormick resta silencieux un moment. C'est dangereux, Monsieur Léon. S'ils pensent avoir gagné, ils pourraient disparaître, fuir le pays, ou ils pourraient célébrer, devenir imprudents, dire des choses qu'ils ne diraient pas autrement. Marcus avait géré la logistique d'opérations militaires, il comprenait l'évaluation des risques. Câbler la maison, câbler le bureau de Maggie, puis dites-leur que leur petit-fils est mort de complications. Ça va dévaster votre épouse si elle est impliquée. Ma femme a regardé mon fils brûler, dit Marcus calmement. Je me fiche de ce qui la dévaste. Ils planifièrent soigneusement. Le docteur Holmes appellerait Belinda, l'informant qu'Ethan avait développé une infection sévère, était devenu sceptique et était mort malgré leurs meilleurs efforts. Le timing serait en milieu d'après-midi quand Maggie et Belinda seraient probablement ensemble. Des équipes de surveillance du FBI étaient déjà en place. Il y a des caméras et micros cachés partout dans les stades de Lake Forest. Marcus serait au bureau. En réalité, au bureau de terrain du FBI, regardant les flux, à 14h37 un mardi après-midi. Le docteur Holmes passa l'appel. Marcus observa sur un moniteur tandis que Belinda répondait au téléphone dans le salon. Maggie, assise en face, examinant des papiers, il vit le visage de sa femme changer. La vie se levait abruptement. Quoi? Non, non, ça ne peut pas être. Sa voix se brisa. Vous êtes sûr? Maggie leva les yeux, concernée. Belinda termina l'appel, sa main tremblant. Pendant un moment, Marcus pensa voir un vrai chagrin traverser son visage. Puis elle regarda sa mère et quelque chose changea. Il est mort. Ethan est mort. Maggie se leva lentement. Quand? Il y a 1 heure. Infection. Le docteur Holmes a dit septicémie. Ils ont tout essayé. Mais Belinda s'assit lourdement. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Rien, dit Maggie sèchement. Nous n'avons rien fait. Il était mort de complications de son accident. C'est l'histoire, c'est la vérité. Mais Belinda secouait la tête, des larmes coulant. Nous l'avons tué? Ma main. Nous l'avons vraiment tué? Je savais que c'était le plan. Mais je ne pensais pas que ça arriverait vraiment. Reprends-toi. La voix de Maggie devint dure. C'est ce dont nous avions besoin. L'assurance paie maintenant. Le procès est réglé. Nous survivons. Il avait 9 ans. C'était un moyen pour une fin. Tu le savais quand tu as accepté. Maggie se dirigea vers le bar, versa 2 verres de scotch. Marcus va faire son deuil. Nous ferons le deuil avec lui. Et dans 6 mois, nous serons solvables à nouveau. Tout redevient normal. Normal. Le rire de Belinda fut légèrement hystérique. Je viens de tuer mon fils. Nous ne l'avons pas tué. Kurt s'en est occupé. Et même si quelqu'un soupçonnait quelque chose, quelle preuve y a-t-il? Les dossiers hospitaliers montrent une brûlure accidentelle. Il n'y a pas de preuve de full play. Maggie tendit le scotch à Belinda. Bois, respire. Dans quelques heures, tu appelleras Marcus au bureau, tu lui annonceras la nouvelle doucement, et nous pleurerons tous ensemble comme une famille convenable. Au bureau du FBI, Marcus observa cet échange avec McCormick et Griffith de chaque côté. Son visage était de granit. « Avez-vous tout eu ?» demanda-t-il calmement. Chaque mot, confirma Griffith. C'est une confession de conspiration pour meurtre et forte implication d'accessoires après le fait, combinée aux preuves financières et médicales. Nous pouvons faire des arrestations. Marcus hocha la tête. Faites-le. Mais Maggie n'avait pas fini. Sur l'écran, elle sortit son téléphone et composa. Ça sonna 2 fois avant que quelqu'un réponde. Kurt, c'est fait. Le garçon est mort cet après-midi. Infection. Selon l'hôpital, non, il ne devrait pas y avoir de complications. Le certificat de décès listera cause naturelle suivant blessure accidentelle. Une pause. Oui, je sais que c'était risqué, mais tu as effectué l'examen initial. Tu es celui qui a créé les dossiers de base. Aux yeux de tous, tu as tout fait dans les règles. Une autre pause. L'assurance devrait payer dans 30 jours. Ta part est de 2 millions comme convenu. Ça devrait couvrir tes dettes de jeu avec de la marge. Marcus sentit quelque chose claquer en lui, mais son expression ne changea jamais. Maggie continua. Belinda le gère du mieux qu'elle peut. Elle savait dans quoi elle s'embarquait quand elle l'a épousé. Pauvre Marcus. Il aimait vraiment le garçon. Ça me fait presque de la peine. Elle rit presque. Écoute, je dois y aller. Nous célébrerons correctement une fois le chèque encaissé, mais Kurt détruit toutes les notes que tu as faites sur le garçon.
tout ce qui pourrait te relier aux phases de planification. Nous devons être propres. Elle termina l'appel et se tourna vers Belinda. Ton frère dit bonjour et de rester forte. Belinda essuya ses yeux. J'ai besoin d'appeler Marcus? Pas encore. Donne-lui 1 heure de plus. Laisse-le s'inquiéter, puis tu appelleras, sanglotant. À peine capable de parler, il rentrera en vitesse. Nous pleurerons tous ensemble et ce cauchemar sera fini. Marcus se leva. Je veux être là quand vous les arrêtez. McCormick secoua la tête. Ce n'est pas le protocole. Monsieur Léon, vous êtes trop proche de ça. Ils ont prévu de tuer mon fils pour de l'argent. Ils l'ont drogué, tenu dans un feu, puis falsifié son certificat de décès par un médecin corrompu. J'ai resté calme. J'ai joué mon rôle et je vous ai aidé à construire votre affaire. Je vous demande ça? La voix de Marcus était d'acier. Je veux voir leur visage quand ils réalisent qu'ils ont échoué. McCormick et Griffith échangèrent des regards. Finalement, Griffith hocha la tête. Vous pouvez venir avec nous, mais vous restez dans la voiture quand nous faisons l'arrestation. Pas d'exception? D'accord. Le FBI descendit sur les stades de Lake Forest à 16h15 avec 3 véhicules et 8 agents. Marcus était assis à l'arrière du SUV de McCormick, regardant les agents en équipement tactique approcher la maison. Maggie ouvrit la porte, surprise de voir des agents fédéraux. « Puis-je vous aider ?» Maggie Vueva. « Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Tentative de meurtre sur mineur, fraude à l'assurance et conspiration pour fraude. » McCormick lut ses droits tandis qu'un autre agent la menottait, son visage blanchi. « Quoi? C'est insensé. Je n'ai pas... » Belinda apparut dans l'encadrement de la porte. « Maman, que se passe-t-il » Belinda Leon. « Vous êtes aussi en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre. Tentative de meurtre et fraude. » Belinda vit alors Marcus assis dans la voiture. Leurs yeux se rencontrèrent à distance. Elle comprit immédiatement. L'expression brisée sur son visage le confirma. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Vous avez le droit de garder le silence ?» Continua l'agent. « Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Une 3e équipe arrêtait simultanément le docteur Kurt Townsend au Chicago Memorial Hospital. Ils avaient synchronisé parfaitement. Il était en pleine ronde, entouré de collègues et patients quand les agents fédéraux entrèrent. L'humiliation fut publique et complète. Marcus attendit que les 2 femmes soient sécurisées dans des véhicules séparés avant de sortir du SUV. Il marcha vers la voiture tenant Belinda et tapa à la vitre. L'agent au volant regarda McCormick, qui hocha la tête. La vitre descendit. « Marcus, s'il te plaît, écoute-moi. » La voix de Belinda était désespérée. « Ça n'était pas censé se passer comme ça. Je ne voulais pas lui faire de mal. J'avais juste besoin de l'argent. L'entreprise de maman échouait et elle a dit que c'était le seul moyen. Je pensais peut-être qu'il se blesserait un peu, peut-être des brûlures mineures, assez pour une réclamation d'assurance. Mais ensuite, « Arrête de parler, » dit Marcus calmement. « Juste arrête, s'il te plaît. Je suis désolé, tellement désolé. » Marcus se pencha plus près de la vitre. « Ethan n'est pas mort. » Le visage de Belinda devint vide de choc. « Le FBI a simulé sa mort pour obtenir votre confession. Il est vivant, en récupération, et il m'a tout dit. Comment sa grand-mère l'a poussé dans la cheminée pendant que tu regardais? Comment son oncle avait drogué sa nourriture aux dîners familiaux pendant des semaines? Lui posant des questions médicales, préparant ça, comment vous avez tous prévu de tuer un enfant de 9 ans pour de l'argent d'assurance? » La voix de Marcus ne s'éleva jamais au-dessus du niveau conversationnel, mais chaque mot atterrit comme un marteau. « Tu vas en prison fédérale pour tentative de meurtre? Tu ne le reverras jamais. » Et il grandira en sachant que sa mère a essayé de le tuer. Belinda commença alors à hurler, incohérente et sauvage. L'agent remonta la vitre et partit. Marcus revint au SUV de McCormick. Ses mains étaient parfaitement stables. « Vous sentez-vous mieux ?» demanda McCormick. « Pas encore. » L'affaire avança rapidement, avec les confessions enregistrées, les preuves financières et le témoignage médical du docteur Holmes. Le procureur fédéral avait tout ce qu'il fallait. Les 3 accusés furent refusés en liberté sous caution, risque de fuite et sévérité des charges. Marcus engagea William Richmond, le meilleur avocat de l'entreprise, pour surveiller les procédures et s'assurer que justice soit rendue. Richmond était un requin en costume chair, le genre d'avocat qui avait bâti sa carrière sur la destruction de criminels en col blanc. Ils vont essayer de passer des accords. Richmond dit à Marcus autour d'un café, « C'est standard dans les affaires de conspiration. Le premier à craquer obtient la sentence la plus légère. Peuvent-ils, le procureur le considérera,
Mais avec des confessions aussi claires, ils n'ont pas besoin de coopération. Ma recommandation, laissez-les se battre entre eux. Ça ne fera que renforcer l'affaire. Marcus y réfléchit. Et si je voulais rendre ça pire pour eux? Richmond haussa un sourcil. Légalement ou illégalement? Légalement, je n'ai enfreint aucune loi et je ne commencerai pas maintenant. Mais dans les limites de la loi, je veux qu'ils souffrent. Richmond sourit. Alors parlons de poursuites civiles. Vous pouvez les poursuivre tous les trois pour dommages émotionnels, dépenses médicales et dommages punitifs. La police d'assurance qu'ils ont souscrite, nous pouvons arguer qu'elle devrait vous payer, pas eux, puisque c'était partie de la conspiration entre charges criminelles et responsabilités civiles. Nous pouvons nous assurer qu'ils perdent tout. Faites-le, le procès dura 3 semaines. Marcus y assista chaque jour, assis au premier rang, établissant un contact visuel avec chaque accusé chaque fois qu'il regardait dans sa direction. Ethan récupérait bien au centre médical de l'université de Chicago. Les greffes prenaient... les infections étaient guéries. Il aurait des cicatrices, physiques et émotionnelles. Mais le docteur Holmes était optimiste sur sa récupération physique. Le ministère public construisit son affaire méthodiquement. Ils jouèrent les enregistrements de surveillance, montrèrent les documents financiers, appelèrent le docteur Holmes pour témoigner des blessures. Ils présentèrent les dossiers téléphoniques montrant la conspiration se former sur des mois. La défense essaya d'arguer que Maggie et Belinda parlaient hypothétiquement sur les bandes, que les recherches de Kurt étaient purement académiques, que la police d'assurance était coïncidente. Mais le jury n'y crut pas. Au jour 18 du procès, la défense fit un jeu désespéré. Ils appelèrent Belinda à témoigner, espérant que ses larmes et sa contrition pourraient influencer le jury. Richmond, agissant comme témoin pour le ministère public, la croisa examena brutalement. « Madame Léon, vous avez déclaré que vous ne vouliez pas blesser votre fils. Pouvez-vous expliquer comment regarder le brûler pendant 60 à 90 secondes constitue ne pas vouloir le blesser? J'avais peur. Ma mère, elle est très contrôlante. Je ne pensais pas qu'elle... Vous ne pensiez pas qu'elle ferait quoi? Le plan que vous avez discuté dans 17 appels sur 2 semaines, le plan qui impliquait votre frère droguant votre fils pour le rendre docile. Le plan qui vous a fait programmer un dîner familial spécifiquement un jour où votre mari serait à Singapour. » Belinda ne put répondre. « Madame Léon, vous étiez dans la pièce quand votre fils a été poussé dans la cheminée. Vous l'avez regardé brûler? Vous l'avez entendu hurler? Et vous n'avez rien fait? Est-ce correct? » Je me suis figé, je ne savais pas quoi faire. Richmond sortit un rapport. Selon l'équipe d'intervention des pompiers, l'appel aux urgences est venu 17 minutes après la blessure initiale par brûlure. Basé sur la progression des blessures et la réponse physiologique du corps, 17 minutes. Que faisiez-vous pendant ces 17 minutes, pendant que votre fils était en agonie? Je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas? Laissez-moi rafraîchir votre mémoire. Vous et votre mère avez nettoyé la scène. Vous avez déplacé l'écran de la cheminée. Vous avez enlevé des preuves. Vous avez appelé votre frère pour coordonner l'histoire. Seulement alors avez-vous appelé les urgences? La voix de Richmond coupait comme une lame. Et vous avez fait tout ça pendant que votre fils de 9 ans gisait au sol, 60% de son corps brûlé, suppliant pour de l'aide. Les visages du jury montraient tout, dégoût, colère, condamnation absolue. Le verdict revint en 4 heures. Coupable sur tous les chefs pour les 3 accusés, la sentence eut lieu 1 mois plus tard. Les directives fédérales pour tentative de meurtre sur mineurs, surtout avec conspiration et motivation financière, étaient de sévères. Maggie Vueva, 35 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dr Kurt Townsend, 40 ans, incluant des charges supplémentaires pour faute médicale, falsification de dossier et abus de position. Sa licence médicale fut révoquée définitivement. Belinda Léon, 30 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Marcus était assis au tribunal tandis que le juge lisait les sentences. Son visage impassible, la poursuite civile était encore en cours, mais Richmond l'assura qu'il gagnerait probablement à hauteur de 20 millions en dommages, plus les 5 millions de la police d'assurance. L'estat Vueva serait liquidé pour payer. Mais Marcus se fichait de l'argent. Après la sentence, il visita Ethan à l'hôpital. Son fils était assis maintenant, bandage réduit, capable de parler sans assistance. La thérapie physique était brutale, mais Ethan l'approchait avec la même détermination que Marcus avait toujours admirée. « Papa, est-ce qu'il... » La voix d'Ethan était encore rauque, endommagée par les cris et l'inhalation de fumée. « Ils vont en prison pour longtemps? Mon pote, ils ne peuvent plus te faire de mal. » Ethan hocha lentement la tête. « Est-ce que maman a vraiment? Voulait-elle vraiment me tuer? » C'était la partie difficile.
Marcus s'assit au bord du lit, prenant la main de son fils avec précaution. « Oui, je suis désolé, mais oui, elle et ta grand-mère et ton oncle l'ont planifié. Pour de l'argent, des larmes montèrent aux yeux d'Ethan. « Pourquoi? Qu'ai-je fait? Rien. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont des gens malades, brisés, qui ont fait des choix terribles. Rien de ça n'est ta faute. » Marcus serra doucement. « Tu as survécu parce que tu es fort. Tu m'as averti. Tu as lutté et tu as survécu. Je suis si fier de toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu guéris. Nous te donnerons la meilleure thérapie physique, le meilleur counseling, tout ce dont tu as besoin, et quand tu seras prêt, nous irons à cette partie de pêche au Wisconsin que je t'ai promise. » Rien que tous les deux, Ethan réussit un petit sourire. « Pouvons-nous nous arrêter pour une glace en chemin? » Absolument. Au cours des 6 mois suivants, Marcus restructura sa vie. Il prit un congé sabbatique du travail, utilisant le temps pour se concentrer entièrement sur la récupération d'Ethan. Ils déménagèrent dans une nouvelle maison à Evanston, loin de Lake Forest et de ses souvenirs. Marcus engagea une équipe, thérapeute physique. Conseiller, tuteur pour soutenir la guérison d'Ethan, la poursuite civile se conclut par un jugement de 18 millions. Marcus plaça la plus grande partie dans un trust pour l'avenir d'Ethan. Éducation, soins médicaux, tout ce dont il aurait besoin. L'estate Vueva fut démantelée pièce par pièce pour satisfaire le jugement. La maison de Lake Forest fut vendue aux enchères. Marcus y assista, regardant des étrangers trier les meubles et les œuvres d'art. La cheminée, cette fichue cheminée, fut arrachée par les nouveaux propriétaires. Pendant la rénovation, Marcus avait demandé des photos de sa destruction. Il en encadra une et la garda dans son bureau comme rappel. Maggie, Belinda et Kurt firent tous appel de leur sentence. Tous les appels furent rejetés. Richmond avait construit l'affaire trop bien et leurs propres confessions enregistrées rendaient tout renversement impossible. Marcus reçut des lettres de Belinda, des dizaines, plaidant pour le pardon, affirmant qu'elle avait changé, insistant qu'elle aimait encore Ethan. Il les brûla toutes sans lire au-delà des premières lignes. Ethan méritait mieux qu'une mère qu'il avait regardée brûler. Maggie n'écrivit jamais. Elle avait été attaquée par d'autres détenus 2 fois dans sa première année. Apparemment, même les criminels endurcis avaient des standards concernant les crimes contre enfants. Elle avait été déplacée en détention protectrice où elle passerait les 24 années suivantes isolée et seule. Kurt avait essayé de se pendre dans sa cellule 3 mois après sa sentence. Il avait été trouvé à temps et placé sous surveillance suicide. Il avait survécu pour purger ses 40 années complètes. 1 an après les arrestations, Marcus et Ethan se tenaient sur le rivage d'un lac au nord du Wisconsin, canne à pêche en main. Ethan portait encore des vêtements de compression sur ses cicatrices et ses mouvements étaient plus raides qu'avant. Mais il souriait. « J'en ai un !» cria Ethan, sa canne se pliant sous le poids d'un poisson. Marcus l'aida à le remonter. Un bar descend, luttant fort contre la ligne, ensemble. Ils le ramenèrent au rivage. « C'est au moins 4 kills, dit Marcus. « Le plus gros d'aujourd'hui. Pouvons-nous le garder? Qu'en penses-tu » Ethan étudia le poisson un long moment, puis secoua la tête. « Lâchons-le. Il a lutté dur. Il mérite de nager libre. » Ils relâchèrent le bar dans l'eau, le regardant disparaître dans les profondeurs. Marcus passa son bras autour des épaules de son fils, avec précaution, attentif à la peau en guérison. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, » dit Marcus calmement. « Pour ce qui est arrivé, j'aurais dû être à la maison. »« Tu es revenu ?» répondit Ethan. « Tu m'as sauvé, tu m'as cru, quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je te croirai toujours, je te protégerai toujours, c'est mon boulot. Je sais, papa. » Ethan s'appuya contre lui. « Je sais. » Ils pêchèrent jusqu'au coucher du soleil, attrapant et relâchant une douzaine de poissons de plus. Sur le trajet du retour, Ethan s'endormit sur le siège passager. Épuisé mais content, Marcus conduisit dans l'obscurité, son fils respirant régulièrement à ses côtés, et pensa à la serviette qui avait tout commencé. Il l'avait encore verrouillée dans un coffre à la maison. Preuve. Oui, mais aussi rappel du courage de son fils. 9 ans, sédaté en agonie, et encore assez clair d'esprit pour écrire un avertissement, encore assez brave pour faire confiance que son père comprendrait. Marcus avait bâti une carrière sur la vision de schémas, sur la recherche d'inefficacité et leur correction. La plus grande inefficacité de sa vie avait été de faire confiance à des gens qui ne le méritaient jamais. Il ne ferait plus cette erreur, mais l'efficacité n'était plus le point. Le point était l'enfant endormi à ses côtés, les parties de pêche qu'il ferait, la vie qu'ils bâtiraient ensemble. Le point n'était que le mal avait essayé de détruire quelque chose de bon. Et il avait échoué.
Marcus Léon avait affronté la pire chose qu'un parent puisse imaginer, et il avait gagné, pas par la violence ou la vengeance, bien qu'il ait voulu les deux, mais par la patience, la stratégie et la loi. Il avait laissé le système travailler, l'avait aidé à travailler, et avait regardé tandis que la justice était servie complètement et absolument. Les cicatrices resteraient pour Ethan. Physique, pour Marcus, savoir qu'il avait épousé quelqu'un capable d'une telle horreur, mais les cicatrices étaient à preuve de survie. Évidence de bataille combattue et gagnée, tandis qu'ils entraient dans leur allée, Ethan s'éveilla. À la maison, Marcus confirma. Ils entrèrent ensemble, père et fils, dans une maison sans cheminée, sans secret, et sans monstre se cachant derrière des noms de famille. Le passé était derrière eux, verrouillé dans des cellules de prison où il appartenait. L'avenir était à eux à construire. Et Marcus comptait le rendre extraordinaire. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ça compte énormément pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran et je vous y verrai. Sharny. Sharny's back. I need to get a We're gonna get smooth. somebody in chat that has that name. They're gonna be like, "It's Sharon." Yeah, I don't care. I'm calling her Sharny. My favorite one. It's locked. Grab you. I think she has a sound recorder. I brought two, I believe. And you. Have you blah 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 blah? Oh, you were in the midst of blah blah blah. Did you not hear my blah 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 blah? No, the muffle here is insane. I don't hear you until I take a step down here. This ghost is seeming very shady. Yeah, it started playing with the train and touching EMF as soon as I left. Is that why Shady's called Shady Lady? Because she likes the shade. I think so. It's either she likes the shade or she absolutely hates the shade. Because I've seen a couple of games, she's like, oh, it's a freaking shade. I'm gonna put motion sensor right here. Oh, Yeah, I don't think it's a shade. maybe anymore. not a shade, yeah. You do that again. Wait, hold that, hold that. No foots. Hold up, wait a minute, let me see those hips. I don't know what song that's from, so don't fucking ask. That's the only part I know. I wasn't. It's okay. Mind my business. Oh, now you just don't want to touch it. Okay. Arnie, are you a date? I was doing tricks with my camera to provoke you, and you took it. You took it. Do it again. Go ahead. Touch it. Touch it. Blah 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 blah. Blue 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 blue. Oh yeah, it worked. Now I don't know if it's a Yuri or yokai because I was talking, or a Aid because I was doing it. Have we got any evidence? Nope. Okay. We have all our evidences down here, right? Yeah. Looks like it. Oh, gotcha. Did you check for orbs? I did. I didn't see any. Check again though. Oh, listen. Get out of here. Yeah, nothing.
Really weird. Did it do? Yeah. Oh. In sound. Gotcha. Also, all the sounds I've gotten are from over there, so I feel like it's gonna hunt over there. Okay. Should we move the cruci closer to the door? Do you think you're gonna run or just leave it here? No, there's a cruci right here. Oh, perfect. Better know I was my excited because I threw it from the stairs and it landed on the train set. Gotcha. Just gonna check upstairs real quick. 1.2. I don't know what that means. Cold. Super cold. Not freezing though. Yeah, no, it's down here. Well, then I remember 0. Yeah. Would provoke a ghost. It's definitely not a mare, because it would have tried to hunt by now, because we're in the dark. We're running laps. Sharny! Get me, Sharny! Come get me! Alrighty. Oh Did boy. you like Thomas the Tank Engine when you were a kid? I remember seeing. I don't know if I liked it. I thought he was scary. Really? Yeah, I think he was scary. I didn't like faces on things that weren't like humans. Oh, that was weird. I was like, oh, off-putting. Me and my parents were talking about like TV shows from when me and my siblings were kids. And my dad was like, guess which one was my favorite one that you guys would watch? And I was like, I don't know, Thomas, because that was on 24/7, 7 days a week when my little brother was young. And he's like, no, Lazy Town. Lazy Town. I like Parents Lazy. were like, we watched that even when you guys weren't around. And I was like, okay. Let's go. But like, Thomas, I like Thomas. But like, it was on 24/7 when my little brother was a kid. Like 24 fucking 7. You know, I couldn't watch that. Cars. Cars I could watch though. Yeah, but that was on so much. Like, he'd be like, rewind it, rewind it, rewind it. This is the good part. Dude, what is this ghost? Is it actually a fucking shade? It might be a really. Are these rooms separate? No. No. Hi, Rosa. Hi. Thank you, Smith, for the shouty. Oh, it might be behaving today. It wasn't at the start, but I gave it a restart, and I took less CPU. I allocated less to OBS, and now it worked better. I don't know. Don't know. Yeah, I don't know. Guess as good as mine. But yeah, at the start it started dying, but it's good now. Yep. It should be working a lot worse right now. There's less resources towards it, but maybe it's like, that's too much. I'm too full. Hope you're having a good Do you day, want to dude. come up here and see if we can get it to do anything? Yes. This room, these stairs, is, I think it's separate. You can kind of like camp here. Alright, let's go over here. The sound you made. That's what you sounded like. So good. Oh, it turned something on. Oh. It burned the cruci. Shade. This might be a really weird shade. You know we can test it? Firelight. Firelight.
if it burns it when you're in the same room. Not a shade. Shade will never touch the firelight if you're in the room. I brought the goodie. Whoop, shoop, boop. Oh, it set off EMF? Dude. A bit cruisy too. Five. I'm not as good with the second tier. I couldn't tell if that it was freaking whatchamacallit. Oh, we got ghost rating? That's what I was hearing, and I went the wrong way, you bit. Just scribbles. What's shade again? Shade is EMF 5 and ghost rating. ghost Freezing rating. 10. Okay. I don't think we're getting freezing temp, but I could see that being EMF 5. I'm gonna. What am I gonna drop? That. Put this down here by the stairs. And then we can go upstairs and